Hello, my name is Frank Dukes. Bonjour, je m'appelle Frank True Dukes. martial arts Les vrais arts martiaux sont l'étude de conflits où le succès ne se mesure pas en victoire ou en défaite, mais par l'amélioration de son caractère. C'est la philosophie sur laquelle j'ai basé ma vie et que nous enseignons. Nous insistons sur 3 choses à accomplir dans la vie. La première, être magnanime. Si l'on est un jour face à un ennemi, ne pas devenir enragé au point d'être incapable de pitié. Le deuxième point, toujours avoir le courage de prendre de nouveaux risques pour se dépasser. Et agir de façon courageuse. J'entends par là faire face à nos obligations. Troisièmement, agir de façon sage, grâce à la connaissance, pas à cause de nos émotions. La technique que je vais vous enseigner aujourd'hui est conçue dans un but et dans un but unique, une situation de vie ou de mort. Notre style est fait pour acquérir un sens de l'accomplissement, de la discipline, un sens du devoir parmi les corps d'élite, la police, qui affrontent le danger chaque jour et qui ont besoin d'un style d'une totale efficacité pour mettre fin à une agression très rapidement. Parfois, la mort peut en résulter. Je m'en excuse, car mon but en créant ce style n'était pas le sport, mais construire un vrai esprit de discipline, de self-défense. Merci. J'espère que vous apprécierez, comment puis-je dire, cet enrichissement dans votre vie. Car le but de tout cela, encore une fois, ce n'est pas de vous apprendre à agresser quelqu'un, mais comment vaincre. Merci. Les chutes avant, très important en combat. 90% des blessures en combat proviennent généralement d'une mauvaise chute. Avant même que vous ayez pu vous défendre, si vous ignorez les chutes, vous risquez d'être blessé et de vous retrouver diminué avec une jambe ou un poignet cassé. En apprenant à chuter correctement, on apprend la distance entre l'attaquant et soi-même, et dans le même temps, on occupe une position d'où l'on peut dominer la situation. C'est très important, car on veut toujours contrôler la situation, spécialement en cas d'attaque surprise. Pour accomplir une chute avant correcte, partez d'une position normale. Fermez les yeux. Faites un pas en avant. Ensuite, posez vos mains sur le sol et poussez vers l'avant. Démonstration. Rentrez la tête dans les épaules. Encore une fois. Encore. Il y a 2 façons de se relever. L'une en position très basse, l'autre en gardant les 2 pieds très rapprochés. Il y a un autre problème, une erreur au sujet de la chute avant. Certains la voient uniquement comme un moyen de défense, mais en réalité, pour un homme de son gabarit, la chute avant devient une arme très dangereuse. Une arme qui permet, en utilisant son poids de corps, de piéger l'adversaire et de l'amener au sol. Par exemple,
L'adversaire a peut-être un couteau ou un revolver. Lorsqu'il cherche à le toucher, l'autre envoie son poids vers le bas, bloque le genou adverse avec son bras et son épaule. Utilisant tout son poids, il va faire basculer la jambe, renversant tout adversaire, spécialement un adversaire plus grand et plus fort. Remarquez l'attaque. Non seulement il a fracturé la jambe avec tout son poids, mais quand il chute, ses pieds sont prêts à frapper. À l'entraînement, vous penserez bien à poser vos pieds de chaque côté de la tête. Mais dans la réalité, on vise le crâne. Ensuite, on se relève avec tout le poids du corps qui vient écraser le crâne. Souvenez-vous bien de cela. On a besoin seulement de 3,8 kg de pression pour faire éclater un crâne si celui-ci est coincé. Ici, sa tête est posée sur le sol. Où pourrait-il aller? C'est une technique mortelle et très rapide si on l'exécute correctement. Vous devez la pratiquer en faisant très attention. Merci. La position suivante s'appelle la chute plaquée. C'est une position en forme de T qui peut servir face à une arme à feu si l'on a besoin d'aller au sol sans se blesser. Remarquez les mains jointes en forme de triangle. On ne chute pas en avant, mais presque sur place, à très faible distance du sol. Si vous chutez en avant, vous risquez de vous briser les poignets. Autre chose à propos de cette position, non seulement elle absorbe le choc, mais le milieu du corps est surélevé. C'est très important, car on ne sait pas sur quoi on va chuter. Au Vietnam, durant les combats, beaucoup d'hommes se jetaient au sol et se sont fait empaler sur des poteaux disposés à cet effet. Avec ce type de chute, on a la possibilité de vérifier le sol et d'abaisser son corps doucement. On peut aussi enchaîner immédiatement par une roulade, chuter et rouler, bouger son corps et rendre une attaque plus difficile. Ensuite, en cas de poussée ou d'attaque par derrière, non seulement il évite l'attaque, mais il est en position de contre-attaquer. Contre une attaque au couteau, par un ciseau aux jambes. Now, we have the ability to counterattack from a position that surely should have spelled out our demise. Most sentry removals. La plupart des attaques de sentinelle sont faites par derrière, au couteau. Avec cette technique, dès que vous sentez un début de saisie, vous chutez au sol et vous évitez l'attaque du couteau. Merci. Ce que vous venez de voir, c'est la chute plaquée arrière. Cette technique sert à chuter en cas d'attaque surprise,
de façon à aller au sol sans danger, sans se blesser, et pouvoir contre-attaquer l'adversaire. Pour exécuter cette technique correctement, pliez les genoux et roulez simplement en arrière. Le menton doit rester collé à la poitrine. Ne laissez pas votre tête aller en arrière. C'est comme ça que beaucoup de gens meurent après avoir été poussés en arrière. Fracture du crâne et mort. On peut soit continuer à rouler par-dessus l'épaule, soit stopper la chute en posant ses mains au sol. Et ainsi, on est prêt à contre-attaquer. On peut crocheter la jambe adverse et frapper au genou avec l'autre jambe. Ainsi, on va briser la jambe de l'adversaire. Ensuite, on peut enchaîner en frappant à la gorge. Puis on roule pour sortir de cette position, analyser la situation et, s'il le faut, attaquer. C'est très important. On vient de voir la chute plaquée arrière. On a le choix avec cette technique, soit de l'exécuter seul, soit d'utiliser la force de l'adversaire contre lui. Quand il me pousse, j'utilise cette force de façon à avoir de la puissance. Tout ce qu'il fait finit par se retourner contre lui. Donc quand il me pousse, je saisis sa tête et je peux lui briser le cou. Je vais utiliser le poids de mon corps contre la force adverse. C'est bien mieux que n'importe quelle force musculaire, surtout si vous êtes faible, fatigué. Si votre adversaire est plus grand, plus fort que vous, c'est de cette façon que vous le vaincrez, en utilisant sa propre force contre lui. Maintenant, en utilisant sa poussée, je le projette, et durant la projection, je lui brise le cou. C'est aussi facile que de briser une allumette. Dans cette position, j'ai le choix. Je peux aussi continuer le mouvement et atterrir sur lui. Le genou sur ses parties, le coude est levé et prêt à frapper ou à écraser le crâne. Souvenez-vous, 3,8 kg suffisent à éclater un crâne immobilisé. Combien pesez-vous? Assez pour éclater un crâne, je crois. Si l'adversaire a une arme, vous pouvez coincer son poignet avec votre pied et le frapper. Vous pouvez aussi lui tordre le cou sans le briser, de façon à le contrôler et à l'obliger à se rendre. Ce sera toujours votre choix. Soyez prudent, car on ne peut rendre la vie une fois qu'elle a été prise. Ce sont ces fondations qui rendent une maison solide. Sans fondation, ce n'est qu'un château de cartes détruit par la première tempête. C'est la même chose pour un pratiquant d'arts martiaux. Si l'on veut réussir à battre l'adversaire, on doit avoir des fondations solides
aussi bien en théorie qu'en pratique. Le secret du succès dans les arts martiaux, ce n'est pas la précision des techniques de main, mais l'efficacité de vos positions et de votre déplacement. Nous allons apprendre le tachiwaza, les techniques de pied. Ce que vous voyez ici s'appelle la position du cavalier. Cette position ne sert qu'à une seule chose, résister à une force latérale. Je peux utiliser tout mon poids, ça ne sert à rien. C'est comme si c'était un mur. Je peux même lui grimper dessus, rien. Les bras sont disposés vers l'avant pour une seule raison, résister à une saisie arrière. Sinon, je pourrais facilement l'immobiliser. Mais avec la position du cavalier, il me brise les mains. Je ne peux pas le faire bouger. Rien à faire. Qui contrôle la situation? C'est lui, bien sûr. Tout ce qu'il a à faire pour se dégager d'une saisie, c'est de donner un coup de coude vers l'arrière. Voilà la position du cavalier. Cette démonstration, c'est la position du cheval. Comme dans la position du cavalier, les pieds sont parallèles, les genoux vers l'extérieur. Mais cette fois, les pieds sont encore plus écartés pour nous donner davantage de stabilité quand l'adversaire nous saisit et essaie de nous déséquilibrer. Si les deux pieds ne sont pas bien parallèles, il est facile de le déplacer. Regardez la différence quand les pieds sont bien parallèles. Un bon truc pour bien s'en rappeler, pensez que vos pieds sont comme les roues d'un train. Sur les rails, elles doivent toujours être parallèles. Sinon, le train déraillerait. C'est pareil pour vos pieds. Si son pied est de travers, voilà sa faiblesse. Ici, regardez comme il est facile de le renverser. Par contre, si son pied est bien parallèle, regardez, je peux y mettre tout mon poids, plus de 100 kilos, rien. Néanmoins, il y a un problème avec cette posture. Comme elle est très exagérée pour résister à une force latérale, elle est très vulnérable à une poussée de face. C'est pourquoi on ne l'utilise pas comme une position de combat, mais comme une posture intermédiaire, pour bloquer une attaque adverse avant de porter une contre-attaque. Ce que vous voyez s'appelle la position de puissance. Cette position est unique dans la mesure où toute la force qu'elle génère est dirigée vers l'avant. C'est une position idéale pour le combat. Comme toujours lorsqu'il s'agit d'extrêmes, elle génère une extrême faiblesse. Par exemple, cette position est très forte de face, mais très vulnérable de côté.
Vous devez garder cela à l'esprit en attaquant. Ainsi, si votre attaque est exagérée, il est très facile à l'adversaire de vous balayer. Par contre, lorsqu'il s'agit de délivrer un coup vers l'avant, il n'y a rien de plus puissant que cette position. Souvenez-vous-en. Chaque technique a un avantage et un inconvénient. La position correcte, 50% du poids sur un genou, 50% du poids sur l'autre. Le talon est collé au sol, le bras tendu. En jouant sur la hauteur, vous pouvez moduler la puissance du coup que vous allez donner. Nous allons examiner comment les différentes postures servent à diriger la force employée face à un adversaire. Nous allons voir à présent la position du chat. Cette position sert à délivrer une force dans un plan vertical, vers le haut ou vers le bas. Par exemple, si je veux donner un coup de coude vers le haut avec un maximum de force, je peux prendre mon coude et le diriger vers le haut. Mais il n'y a rien derrière. C'est juste un mouvement de bras. Comment utiliser tout le poids de mon corps dans cette technique, mes muscles, ma force, avec vitesse, agilité et ceci. La position du chat. Et vers le bas, c'est la même chose. Il est important de comprendre que cette posture sert à transmettre une force dans un plan vertical. Et à amplifier cette force lorsqu'on frappe. Vous pouvez connaître toutes les techniques du monde, mais si vous ne savez pas comment délivrer un coup puissant, cela ne sert à rien. Tout vient des pieds. C'est très important. Vous tirez votre force du sol, de vos pieds. Pas du torse, pas des bras. Si vous voulez frapper comme un vrai boxeur, ça vient de la hanche, puis de l'épaule et du bras. Et la base de tout, c'est le déplacement des pieds. C'est très important de comprendre comment on place les pieds pour améliorer sa puissance. Si vous voulez immobiliser un adversaire avec un seul coup, c'est le secret de la self-défense. Tuer sur une attaque unique. La posture que vous découvrez s'appelle la position de l'arc. La position de l'arc sert à envoyer une force sur le côté très rapidement. On envoie la force sur le côté et on revient à sa position initiale. Dans la position du cavalier et dans celle du cheval, les pieds sont parallèles, les orteils dirigés vers l'intérieur. À l'inverse, dans la position de l'arc, les orteils sont dirigés vers l'extérieur, genoux écartés. Il s'agit d'un mouvement circulaire, utilisé surtout pour transmettre une force en cercle. Regardez ce que nous avons appris. La posture du cheval, pour transmettre une force latéralement. La posture de force sert à transmettre la puissance vers l'avant. Maintenant, nous allons apprendre le cercle avec la posture de l'arc. C'est un mouvement de balayage, très facile à utiliser.
Cela sert aussi à frapper une cible dans un mouvement circulaire. C'est la même chose pour un coup de pied retourné. Si vous regardez la position des pieds, il s'agit de la posture de l'arc. C'est de là que vient la force circulaire. À droite ou à gauche, c'est un mouvement circulaire en puissance. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Vous venez de voir une attaque au garrot, très célèbre en France, où elle a été inventée. Si vous ne connaissez pas la posture de défense contre cette attaque, vous serez une victime facile. Nous allons voir maintenant la position de défense motée qui a été conçue au départ pour se défendre contre le garrot. Je viens pour attaquer avec le garrot caché dans mon dos, comme si je me constituais prisonnier. Il descend sur ses jambes en prenant la position. Ce qui se passe, c'est que je suis coincé maintenant. Même si je tire de tout mon poids, je n'arrive pas à le décoller. De là, il peut passer à la position de puissance et m'envoyer au sol avec toute sa force. Moté défense. Les deux pieds forment un angle droit, puis on tourne le pied avant vers l'intérieur d'environ 30 degrés. Le pied arrière reste bien perpendiculaire, ce qui donne à peu près une forme de L, avec le pied avant légèrement tourné vers l'intérieur. On ne laisse pas le poids sur la jambe arrière. Il est réparti à 50%. Si vous laissiez tout le poids sur la jambe arrière, voilà ce qui arriverait. Il finirait au sol. Donc on garde le poids au centre. En tournant les épaules, on peut suivre ces mouvements et éventuellement, on peut le contrer directement. Avec la position de puissance, un coup dirigé vers l'avant et il est hors de combat. Je vais vous montrer maintenant comment utiliser ces postures de façon réflexe. Elles doivent devenir une seconde nature. En cas d'attaque, vous devez les utiliser sans réfléchir. Nous devons pouvoir les utiliser de façon à retourner le poids de l'adversaire contre lui. C'est le secret de la véritable puissance. Utiliser le poids de l'adversaire contre lui. Donc, quand il nous saisit le poignet, si on veut l'envoyer sur le côté, on utilise la position du cheval. Si je veux l'envoyer derrière moi, dans une fenêtre par exemple, moté défense. Sur le côté, encore le cheval. Dans un angle, balayage avec la posture de l'arc. Je ne fais pas d'effort. Je n'emploie pas de force. Tout vient de mon déplacement. Doucement.
C'est très simple. Ok? Multi-defense pour l'emmener vers l'arrière. Cheval sur le côté. Vers l'avant. La position de puissance. Balayage circulaire, là. Enfin, en dernier, le chat, pour l'amener au sol, au contraire, vers le haut. Ces techniques de clé doivent être incorporées. Ce qui les rend uniques, c'est que je n'utilise pas mon bras ici, mais tout mon corps. C'est ce qui donne la puissance. Encore une fois. Sur le côté cheval, vers l'arrière, multi-defense, vers l'avant, position de force, balayage, l'arc. Ce que vous voyez ici se nomme la griffe du tigre. Très efficace. En apprenant à combattre, il ne faut pas compter que sur les poings. Parfois, on ne peut pas les utiliser. Nous allons voir différentes positions de main. Chacune d'entre elles présente certains avantages. Elles s'adaptent à la forme du corps de façon à générer un maximum de force. Ici, nous voyons la griffe du tigre. Ensuite, le léopard, la lance, le dragon, le revers de poing, le poing horizontal, le poing vertical, le sabre de main. Nous allons voir que chacune de ces armes amplifie notre puissance, la multipliant par 2 ou 3. Best suit, the best match, the disbursement of power. Tire club. What you're seeing, vous venez de voir la griffe du tigre. Ça marche un peu comme un gant de baseball, capturant le poing de l'adversaire. En remontant, on peut casser le poignet. En descendant, casser le coude. Crever un œil. Continuer en frappant la mâchoire. Briser la mâchoire. Arracher la trachée. Et encore aux testicules. C'est un mouvement de frappe pour arracher. Avec les ongles, on griffe, on entame la chair, on fait saigner. De cette façon, on va aveugler l'adversaire, lui faire peur, lui faire perdre le contrôle de la respiration. His ability to see, obviously, is going to be inhibited. And also, keep in mind souvenez-vous que la paume de la main est très dure. J'ai fait plusieurs démonstrations en utilisant la frappe en griffe du tigre. Bercy constitue un bon exemple lorsque j'ai brisé une vitre par balle, une première mondiale.
Une première zone de frappe est située sous les doigts. Une deuxième zone se trouve à la base de la paume. L'extrémité des doigts constitue une troisième zone. Par elles-mêmes, ces zones ne sont pas très dures. Mais quand vous frappez et que vous saisissez avec, c'est un avantage supplémentaire. Si vous frappez à la gorge avec le poing, vous n'avez d'autre choix que de ramener le poing. Alors que si vous frappez en griffe du tigre, vous pouvez, avec la même puissance, sentir votre adversaire. Enchaîné par un autre coup, lui arracher la gorge. N'oubliez pas, ce style n'a pas été conçu pour autre chose que la seule défense, en situation de vie ou de mort. En pratiquant ces techniques, songez aux conséquences. Comme on l'a vu tout à l'heure, je peux saisir son poing, casser son poignet, son bras, l'immobiliser. Je peux facilement saisir sa gorge et le tenir. Je n'ai pas besoin de l'arracher. Mais c'est bien de savoir que j'ai le contrôle de la situation. Et quand j'ai le contrôle, je suis en sécurité. Surtout si vous avez affaire à quelqu'un de très dangereux. Parce que, soyons honnêtes, vous n'êtes pas le seul sur Terre à vous entraîner. Nous allons voir maintenant l'attaque du léopard. C'est une attaque spécifique destinée à atteindre une région où peu de chair est exposée. À l'époque où les samouraïs portaient une armure, il y avait une zone d'environ 4 cm où la gorge n'était pas protégée, sous le casque. Il fallait bien qu'il puisse tourner la tête. Le coup du léopard était destiné à frapper juste sous le casque. Donné avec une force suffisante, il écrasait le larynx et la pomme d'Adam, provoquant l'asphyxie. Avec le poing, on se serait brisé la main. De nos jours, on peut utiliser ce coup face à un motard portant un casque intégral. S'il est intelligent, il se servira de son casque comme arme. Donc, on va bloquer avec la main gauche et frapper aussitôt à la gorge. On frappe avec l'extrémité des phalanges pliées et on cherche à atteindre des zones molles et le cou. On peut frapper l'extérieur du cou, ici. Ainsi, on écrase l'artère coronaire. Ce faisant, on stoppe l'arrivée du sang au cerveau et l'homme s'évanouit aussitôt. Cela peut facilement provoquer la mort. Encore une fois, la frappe du léopard. Pensez à un léopard qui court. Certains croient qu'on attaque avec la paume, car ils n'ont pas bien vu le mouvement. En fait, on tourne à la fin et on génère une force supplémentaire grâce à la rotation. Si vous voyez ça dans un vieux livre, c'est une erreur. Si vous frappez quelque chose de dur, vous allez vous briser les doigts. On tourne ici pour frapper à la gorge. Vous avez le choix. Faire partir le coup des hanches avec la position de puissance pour frapper vers l'avant, ou frapper en position de l'arc avec un mouvement circulaire. C'est l'instant parfait pour tourner au final et donner une puissance supplémentaire au coup.
Ce coup génère une puissance incroyable. Beaucoup de gens l'ont oublié ou ne réalisent pas à quel point c'est efficace pour attaquer des zones molles. C'est vraiment super. En diminuant la surface de frappe, on augmente la puissance du coup. Pour l'optimiser, on doit y incorporer le déplacement, soit l'arc, en tournant les hanches et en frappant comme un fouet, très vite. On écrase la trachée, ou on stoppe le sang au cerveau, ou du cerveau au cœur. Ce que vous voyez, c'est la saisie du dragon, très similaire à l'aïkido. Ici, on cherche à appuyer sur des points sensibles en faisant une clé de poignet. On contrôle l'adversaire par un mouvement de levier. En soi, c'est un coup très dangereux, qui touche tout ce qu'il peut attraper. En réalité, on saisit avec le majeur et l'annulaire. Et quand c'est bien fait, j'attrape son poignet et il essaie de se dégager contre mon pouce. Il ne veut pas y arriver, tellement cette prise est forte. Elle tourne sans cesse autour de son poignet et il n'a aucune chance d'atteindre mon pouce. Avec la main entière, c'est très facile. Donc si vous devez saisir quelqu'un, il vous attaque, vous voulez le contrôler, vous saisissez son poignet de cette façon. S'il essaie de se dégager, vous pouvez le manipuler facilement. Avec l'autre main, je peux dans le même temps attaquer ses points vitaux. Les doigts dans les yeux, attaquer la gorge avec le pouce, sous le menton. Je contrôle totalement mon adversaire. Il est à ma merci. Il ne peut pas s'enfuir. Il ne peut pas dégager son poignet contre mon pouce. Seule une saisie à pleine main le permet. Peu de gens le comprennent. C'est un mouvement continu. Dès que je sens sa pression contre mon pouce, je tourne ma main et il ne peut jamais se libérer. Et quand il le fait, regardez. Quand j'ai assez de sensibilité dans cet exercice, lorsqu'il tourne, il se met lui-même dans une position où il s'immobilise. Plus il utilise de force, plus c'est facile pour moi de le battre. L'idéal en self-défense, c'est d'utiliser la force de votre adversaire contre lui. Ce faisant, vous le réduisez à l'impuissance. Nous allons examiner maintenant les techniques de poing. Par exemple, en combat, si je frappe un homme de cette façon, le poing horizontal, vous savez ce qui arrive physiologiquement? Quelle partie de son corps est affectée? Beaucoup de gens croient que c'est le plexus solaire. C'est faux. Il s'agit d'un coup au cœur qui attaque le cœur. Bien exécuté, ça peut provoquer une crise cardiaque, endommager une valve. Beaucoup de grands maîtres japonais tuent l'adversaire sur une attaque unique. Vous vous rappelez du tachiwaza, du déplacement? Un coup, un déplacement, un mort. Boum. Encore une fois. Pour faire pénétrer la force, position de puissance. Il existe différentes positions de poing. Si je frappe avec le poing vertical ici, j'attaque le plexus solaire. Avec ce type de coup, je peux attaquer de très près. Il peut être tout près de moi, je n'ai pas besoin d'aller chercher le coup.
C'est comme le coup de poing sans recul que Bruce Lee a rendu célèbre. Il faut diriger la force. Quand vous frappez l'adversaire, vous exécutez un petit mouvement du poignet. Avec l'énergie cinétique, vous attaquez les parois de l'estomac. Pas le cœur, mais les parois de l'estomac. Elles viennent se coller aux poumons et vous sentez que vous étouffez. Si vous voulez immobiliser l'adversaire, vous devez comprendre ce qui se passe quand vous l'attaquez. Ce type d'attaque, avec un coup vertical, est idéal, en corps à corps. Il vous saisit, vous devez vous dégager, vous n'avez pas le temps de faire de grands mouvements. C'est un problème qu'on voit souvent avec les pratiquants d'arts martiaux. Ils essaient de frapper comme ils l'ont vu faire au cinéma. C'est mauvais. Vous devez frapper de bas en haut. La force, comme toujours pour un coup de poing, vient de la hanche, de l'épaule et du bras. C'est le bon trajet. Hanche, épaule, bras. Une attaque classique, la hanche tourne, l'épaule s'abaisse et finalement le bras se détend. Vous pouvez le faire à partir d'une position très large ou bien de tout près. Une autre façon d'utiliser le poing vertical, c'est sur le côté de la mâchoire. Ça convient parfaitement si vous voulez briser la mâchoire. Également pour frapper sous la mâchoire, à l'endroit où les deux mandibules se joignent, juste ici. Vous ne frapperez pas comme ça. Regardez bien, là je le rate complètement. Avec un gros plan, on verrait que je ne le touche pas et je finirai par me blesser. Juste en tournant le poing, vous pouvez mettre KO l'adversaire, l'immobiliser, lui briser la mâchoire. Comme ça, rien. Comme ça, des dommages sérieux. Donc, très important, la position du poing. Point horizontal ou point vertical. C'est très important de savoir fermer le poing. Très simple. Écartez vos doigts, joignez-les, pliez-les une fois, pliez-les deux fois, refermez le pouce sur les phalanges pliées. Ne vous contractez pas, vous tremblez. C'est incorrect. Une chose à vous rappeler, beaucoup de gens en garde sont très lents avec leurs poings. Ils ne comprennent pas pourquoi. La raison, en fait, est musculaire. Il y a deux systèmes de muscles, antagonistes et protagonistes. L'un pousse, l'autre tire. Donc il faut garder ces muscles relâchés si on veut pouvoir frapper vite. Restez relax. Autrement, vous allez combattre contre vous-même. Gardez vos bras détendus, relax, et au dernier moment, juste avant l'impact, contractez-vous. Juste avant l'impact. Souvenez-vous de cela.
Très important, refermez bien les pouces sur les phalanges. S'ils sont sur le côté du poing, comme ça, ou même comme ceci, je l'ai vu en compétition, ceux qui le font finissent par se casser le pouce. Souvenez-vous, vous combattez un être humain qui bouge, qui pense. Et qu'est-ce qui se passe si vous le manquez? Il revient et vous casse le pouce. Bien sûr, nous ne voulons pas de ça. Encore une fois, gardez les pouces repliés, soyez détendus et au dernier moment, contractez-vous à l'impact. C'est ainsi qu'on obtient la vitesse. Ce que vous voyez à présent, c'est le héron. Traditionnellement, dans certains styles, ils attaquent juste comme ça. Mais à moins que vous soyez prêt à passer des années à vous entraîner pour durcir vos doigts, la façon la plus simple d'utiliser un objet, un stylo, une baguette, c'est la position idéale car vos doigts supportent l'objet. Si vous le teniez ainsi, il risquerait de casser. Et il casserait avant que vous ayez pu porter votre attaque. L'idéal, c'est quand vous ne pouvez pas voir si je l'ai ou pas dans la main. C'est parti, c'est revenu. C'est l'idéal quand vous êtes face à votre adversaire. J'attaque l'œil, je peux lui crever l'œil. J'attaque sous la mâchoire. Je vais frapper à la base du cou, derrière. Là encore, ça peut être mortel. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point un stylo peut être dangereux. Ici, par exemple. C'est très facile. Il faut se méfier des gens. Voilà ce que je veux dire. En se serrant la main, par exemple. C'est pourquoi les Orientaux préfèrent une courbette. On peut très facilement prendre l'avantage sur un adversaire en lui serrant la main. Par exemple, je viens pour lui serrer la main, il tend son bras, je le contourne en saisissant sa main, et je vais frapper l'artère sous-clavière. Ce qui provoque la mort. Bien sûr, on peut attaquer le bras et toutes sortes d'endroits, mais ce n'est pas le but de cette cassette. Quoi qu'il en soit, si vous voyez quelqu'un tenir sa main ainsi, vous devez soupçonner qu'il est armé. Si vous avez à utiliser une arme de ce genre, c'est ainsi qu'il faudra la tenir. Et c'est une autre façon de frapper. Un objet très simple, un stylo que vous avez toujours sur vous à portée de la main. Autre chose à propos du héron, vous pouvez attaquer en haut et hop, vous attaquez en bas, par en dessous. Facile et intéressant, une attaque circulaire, extérieure, intérieure. Par exemple, il me bloque en haut, ici. En fait, il m'aide à frapper en bas. La frappe du héron permet de feinter l'adversaire et de l'induire en erreur. Je frappe dans sa jambe ou au parti. On tient l'objet, on le renforce de tous les côtés avec ses doigts. Ainsi, il n'y a pas de pression pour le casser. Voici à présent le chuteau ou sabre de main. Son utilisation idéale rejoint celle du léopard. Il est destiné à attaquer successivement des parties vulnérables du corps humain.
Par exemple, frapper au testicule, armé, frapper à la gorge. Ce que j'aime dans cette technique, c'est la vitesse. Comme la main est ouverte, on peut fouetter la frappe et la vitesse est 30 à 40% supérieure à celle d'un coup de poing. Les gens se battent souvent à coups de poing. Si vous êtes un peu lent ainsi, vous devriez songer à changer de posture et à travailler main ouverte. Si vous apprenez à générer une rotation du bassin, vous pouvez donner une force incroyable à cette technique. C'est parfait pour frapper sous la mâchoire, à la gorge et aussi à la nuque. Si vous voulez vous entraîner à la maison, une petite tape suffit et il verra les étoiles. Croyez-le ou pas, en frappant ainsi, vous prenez le risque de vous blesser, car la tête est très dure. Vous pouvez vous casser la main. Alors qu'avec le tranchant, si vous frappez trop, la main peut revenir pour un étranglement. C'est un autre avantage de cette arme. On peut parfois manquer sa cible. Le sabre de main est idéal pour frapper une articulation. C'est idéal parce que le poing peut glisser. Avec le tranchant, je peux enchaîner en clé et maîtriser mon adversaire. La surface de frappe, ce n'est pas à l'extérieur de la main. Ça fait vraiment trop mal. C'est l'intérieur de la main et on frappe avec un mouvement de rotation à l'impact. On croit qu'on frappe avec l'extérieur, c'est comme ça que les gens se cassent la main. Au dernier moment, la main pivote et c'est de là que vient la force. On peut s'entraîner à un truc, frapper en bas, puis en haut. C'est un autre avantage de cette technique. Obliger l'adversaire à bloquer. Dans beaucoup de styles traditionnels, l'adversaire va abaisser son bras pour bloquer. Vous pouvez frapper directement au visage. So again, this is what you want to do in regards to developing this particular strike. Again, hitting with the inside edge of the hand here. Very, very deadly. Okay, because of the small area. Remember something. Souvenez-vous de ceci. Plus la surface de frappe est petite, plus la force du coup est amplifiée. Par exemple, si je frappe avec 200 livres de force sur un cercle de 16 cm sur son corps, ce sera beaucoup moins dévastateur qu'un coup de 100 livres donné seulement sur 4 cm. C'est la même différence entre être frappé avec un pic à glace et un marteau. On veut envoyer une force à travers son corps. On veut atteindre les organes internes. Pas les muscles, mais l'intérieur du corps. Toucher le cœur, le foie, des organes vitaux qui vont l'immobiliser et ainsi nous donner la victoire. À présent, la paume de la main. Dans la griffe du tigre, les doigts sont écartés. Ici, au contraire, ils sont réunis et la main forme un L afin d'accentuer les muscles de la paume
de façon à s'adapter à la cible. Celle-ci peut être la mâchoire, de bas en haut, et aussi les organes internes du corps. Si je frappe comme ça n'est rien d'autre qu'une poussée. Mais si je frappe ainsi, en percutant, on a le même effet qu'avec le poing vertical. Ça peut servir, par exemple, si vous avez la main cassée. Malgré cela, vous pouvez frapper de cette façon en attaquant un organe vital, le cœur. Vous pouvez frapper assez fort pour briser une valve et provoquer un arrêt cardiaque. Ici, on frappe tellement fort que littéralement on le décolle du sol. Vous pouvez attraper sa ceinture et le frapper de cette façon. Ainsi, non seulement vous brisez la mâchoire, mais vous provoquez un mouvement aller-retour de la tête. Après ça, il aura du mal à bouger sa tête. Et le corps suit les mouvements de la tête. Autre chose, on percute avec la paume et la main revient. Ce n'est pas une poussée. Sinon, ça devient le tigre. Dans la griffe du tigre, les doigts sont écartés. Alors que dans la frappe de la paume, ils sont joints. Le contact est total alors qu'il ne l'est pas avec le tigre. Whereas in the tiger, it's not. See the space in here? I can put my finger in here. Whereas here, it hits that whole forward edge of his jaw, shattering the jaw, shattering the bottom bridge of his teeth. If he's not a smart fighter, si ce n'est pas un combattant expérimenté et qu'il a la bouche ouverte, il y a des chances pour que vous lui coupiez la langue en frappant. So again, bang, hitting right here with that strike, palm heel, driving him. You literally want to drive him up in the air, okay, and down. And so very quick, methodical strike. Striking the body with a palm heel, you want to strike in this fashion, not this way. En frappant encore avec la paume, la main sera horizontale, pas verticale. Si la main est verticale, ce sera pour frapper au bas-ventre. Elle s'y adapte parfaitement. Et le coup fait uriner votre adversaire. Cela génère de la peur et lui fait perdre le contrôle de son corps. La peur monte car il sent qu'il est vraiment en danger. Et parfois, cela nous suffit. Générer la peur et briser son esprit. On ne bat pas un homme, mais son esprit. Brisez l'esprit et vous avez gagné, parfois sans même devoir combattre. Ces techniques sont si dévastatrices, bien exécutées, qu'elles vont effrayer l'adversaire. Là, nous sommes dans la prévention. On peut prévenir une attaque, car il sera tellement effrayé qu'il s'enfuira ou qu'il hésitera à attaquer. Et hésiter dans ce genre de situation revient à méditer horizontalement. Rapidement, je vais vous montrer le revers de poing. Le revers de poing est un mouvement fouetté du poignet. Vous gardez la main ouverte et au dernier moment, vous fermez le poing. Le problème avec cette technique, c'est que vous risquez de blesser votre main si vous frappez un objet dur, comme le côté de la tête ici. Gardez ça en tête. C'est fait pour frapper l'extérieur de la gorge, le nez. Ce mouvement n'est pas destiné au combat réel,
mais plutôt, par exemple, pour lutter contre un ivrogne. Si un ivrogne vous importune, voilà la technique pour vous en débarrasser. Mais attention, si vous frappez le sommet de son crâne de toutes vos forces, vous allez vous briser les os de la main. Et la dernière chose que je désire, si je suis policier, c'est de briser la main qui me sert à tirer et de ne même plus pouvoir dégainer. Souvenez-vous, ce style n'a pas été conçu pour le sport, mais pour des corps d'élite, de la police ou de l'armée. Il y a d'autres techniques qui servent à contrôler un adversaire. Ce que je démontre ici est valable dans une situation de vie ou de mort, tuer ou être tué. Il s'agit d'un combat à mort et il n'y a pas d'autre choix. Donc le revers de poing est une technique de contrôle, pas vraiment une technique de combat. Car la main est trop exposée au danger. Ce que vous pouvez faire cependant, c'est attaquer en revers de poing et finir en frappe du marteau. On frappe avec le dessous du poing. En bas, puis en haut, en revers et en marteau. Avec le revers de poing fouetté pour casser le nez et c'est tout. Un ivrogne vous importune, vous frappez et vous partez. Repoussez-le d'un coup de pied. Il existe beaucoup d'autres techniques. Rappelez-vous, chaque technique est comme une balle. Par exemple, ici, la patte d'ours que je ne vous ai pas montrée, la griffe du tigre, le léopard, le sabre de main. Quand vous frappez, il y a 3 cibles privilégiées. D'abord les yeux, les genoux et les parties. En frappant ces cibles, vous brisez le timing et le rythme de l'adversaire. Ce faisant, vous prenez le contrôle de la situation. Vous pouvez lancer vos attaques, le déséquilibrer, vous échapper. Prendre une arme, faire ce que vous avez à faire pour survivre. Et c'est tout ce qui compte. Merci. Au premier coup d'œil, on ne voit pas la lance. Très facile à cacher. C'était l'arme favorite des ninjas. Une secte particulière de la région de Matsuda. Ils étaient célèbres pour tuer les samouraïs à la lance. Souvent, ils se cachaient dans le toit d'une maison et quand le samouraï arrivait, ils lui transperçaient le crâne. Leurs lances étaient toutes en métal. Et souvent, ils frappaient violemment le katana du samouraï, brisant parfois la lame du sabre. Et le samouraï se retrouvait désarmé. La lance a de nombreux avantages. On peut frapper un cheval, et même un cheval qui charge, et tuer le samouraï. C'est une lance courte, facile à dissimuler sur soi, ou dans une béquille, sans attirer l'attention.
Je l'ai trouvée intéressante pour mon style car elle nous enseigne les 12 angles d'attaque. Si vous maîtrisez ces 12 angles, vous pourrez vous défendre instinctivement en cas d'attaque. Par exemple, voici un angle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Vous apprenez à vous défendre contre un angle ici, que ce soit une batte, un coup de pied, un coup de poing. Vous ne vous défendez pas contre une arme en particulier, mais contre un angle d'attaque. La meilleure façon, c'est d'apprendre à contrer cet angle. Par exemple, face à un coup de pied, je peux avoir cette arme, ça pourrait être un bout de tuyau aiguisé. Quand il frappe, je lui brise la jambe et j'enchaîne au corps. Je vais vous remontrer ces 12 angles. Dans une prochaine cassette, vous verrez des techniques de lance pratiquées par mes élèves que j'ai incorporées dans l'étude de cette arme. Beaucoup de styles enseignent le sabre, le sai, le nunchaku, mais très peu l'utilisation de la lance courte en combat. De nos jours, il est facile de trouver dans la rue un objet cylindrique avec un bout tranchant, ça peut être un piquet, un tuyau, et d'en faire une arme mortelle. Là encore, dans l'idée d'un combat à mort, tuer ou être tué. Ce style n'est pas un sport, il est conçu pour les forces spéciales, des gens en danger de mort. Voilà une première frappe, une deuxième, un blocage, frappe 3, blocage, frappe 4, blocage, frappe 5, 6. Vous pouvez frapper avec le tranchant externe, avec le manche, avec la lame, à toute volée, et ça vous donne une extension bien supérieure à celle d'un sabre. C'est un autre avantage de la lance courte. Donc le 6, le 7 en diagonale, le 8 en diagonale, le 9 une pique, le 10 retourné, le 11 une frappe verticale, de dos ça donne ceci, en haut et en bas. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.